Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean Glignasti, ancien ambassadeur en Brésil, à Dakar, mais également en Russie, ancien directeur des Nations Unies au Quai d'Orsay et ancien directeur africain. Jean, qui est maintenant directeur de recherche à l'IRIS, a publié peu après le déclenchement de la guerre ce livre, La Russie, nouvel échiquier, de la nostalgie de l'Empire à la guerre en Ukraine, livre qui garde toute son actualité et qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles nous en sommes arrivés là. Jean, bonjour. Bonjour. Alors, on a un peu l'impression quand même qu'il y a toujours un peu une boîte noire sur le pouvoir à Moscou. C'était une énigme entourée d'un mystère pour Churchill. Et donc là, on se demande si finalement, est-ce que Poutine est toujours en mesure de contrôler la situation entre les querelles internes, Prigojine qui insulte publiquement le ministre de la Défense, le chef d'état-major des armées, et puis aussi la guerre qui maintenant vient sur le territoire russe alors que l'opération militaire spéciale devait apporter la paix et la sécurité à la Russie. Est-ce que Poutine est toujours en mesure de contrôler la situation? Alors, je crois que Poutine a fait le choix, d'ailleurs il ne l'avait pas, mais en tout cas, a préparé son pays à une guerre longue. Et donc il se situe dans la durée. Et puis il a aussi une échéance immédiate qui sont les élections en 2024, à la fin du printemps. Et Oui, à laquelle il est à peu près certain qu'il va se représenter. il va se représenter et il est à peu près certain qu'il va gagner. Alors, évidemment, les critiques qui sont apportées à sa politique et à ses résultats plutôt consternants en Ukraine s'inscrivent évidemment dans un contexte aussi préélectoral. Donc, Poutine essaye j'allais dire, de maintenir ces critiques à un niveau acceptable et en même temps de les utiliser puisque il s'efforce toujours de se présenter comme au centre de l'échiquier politique russe et il considère que la droite nationaliste est un élément du jeu politique dont il reconnaît dans une certaine mesure la légitimité, mais en même temps, il cherche à la cantonner dans ce rôle de faire valoir, en quelque sorte, d'une politique plus raisonnable. La question qui se pose, c'est évidemment si Prigojine, le patron de Wagner, et qui s'est lancé dans ces critiques que tu évoquais, n'est pas allé trop loin. Et donc, on est dans une phase effectivement un peu mystérieuse où la politique intérieure russe est marquée par des voix divergentes qui commencent à apparaître à la droite de Poutine, que Poutine souhaite maintenir. Donc il y a les milli-bloggers qui sont des patriotes russes qui disent c'est pas normal que l'armée se débrouille si mal. Il y a Prigojine, il y a des députés, il y a des interventions sur les plateaux télévision. Donc ils cherchent à entretenir le débat sans qu'évidemment ça nuise à son pouvoir et que ça nuise trop à l'État russe. Dans la phrase de Churchill, il y avait une deuxième phrase qui suivait immédiatement, et il ajoutait « Et pourtant, la clé, elle est toute simple, la clé, c'est le nationalisme et le patriotisme russe. » Et je pense que cette dimension, il faut toujours l'avoir en compte quand on analyse la politique russe et notamment la politique de Poutine. Parce que Prigojine, il fait de la surenchère nationaliste finalement, mais en même temps, on peut dire que pendant quelque temps, Poutine avait intérêt à finalement faire jouer la concurrence, mais là, au bout d'un certain temps, est-ce que c'est pas sa propre autorité qui est remise en cause? Et est-ce que, en quoi Prigojine se sent autorisé à critiquer quand même des hommes mis en place par Poutine, qui n'ont pas été, eux, critiqués par Poutine? Est-ce que Prigojine pense qu'il peut y avoir un après-Poutine où il pourrait jouer un rôle important? Alors, euh, Prigojine, au début, a été en quelque sorte le sauveur. Après la défaite russe à Kharkov, et donc la perte de toute cette zone, il n'y avait plus d'effectifs et on a fait appel à Wagner pour
résister et pour mettre en avant des troupes alors que l'armée russe était en état de déliquescence. Donc il a été utile et en fait, je ne suis pas sûr que le pouvoir, enfin Poutine, ait vu qu'il y aurait des conséquences politiques de cette utilisation purement technique et militaire de Wagner. Et il n'est pas exclu que Prigojine se soit senti pousser des ailes et qu'il soit allé trop loin. Mmh. Et donc il a peut-être pris des risques, inconsidérés. Est-ce qu'il y a à un moment donné, on va peut-être siffler la fin de la récréation d'une façon ou d'une autre? C'est probable, mais aussi, on sent bien, comme tu le disais, que il y a des tensions internes très fortes dans l'équipe, de direction. Donc pour l'instant, elle resserre les rangs, sauf Prigojine. Elle resserre les rangs parce que, le thème de l'Occident collectif qui assiège la Russie est un thème qui porte sur l'opinion, y compris l'opinion des élites, mais aussi l'opinion du peuple. Et que donc, pour l'instant, je pense que Poutine n'a pas trop à s'en faire, mais il va y avoir un moment où effectivement, ses ambitions politiques, qui sont déjà matérialisées par une partie des intentions de vote, parce qu'il est assez curieux de constater que Prigojine, en termes d'intention de vote, est le deuxième sur les premiers sondages dans la perspective des élections de 2024. Alors il l'est avec un score extrêmement faible, hein, 2% des voix, alors que Poutine en fait 30, mais c'est quand même intéressant. Donc c'est Oui, de penser intéressant. qu'il fait partie du jeu déjà, hein, Donc oui. il fait partie du jeu Mmh. politique, mais je pense que Poutine, à un moment, saura mettre un plafond à ses ambitions. Mmh. Alors, par rapport aux 2 attitudes possibles de la population russe dans son ensemble, nous sommes attaqués par l'Occident collectif qui en vient même à bombarder notre territoire et seul Poutine peut nous protéger, nous devons nous rallier autour de lui. Ou, bah, finalement, il y a beaucoup de gens qui partent au combat, qui vont mourir, beaucoup de gens qui quittent le pays, qui vont manquer et notre territoire finalement n'est plus aussi, sûr qu'il était. Quelle est l'attitude majoritaire de la population par rapport à ces 2 branches possibles? Ce qui rend la situation difficile à lire, c'est qu'en fait, les 2 sentiments ne sont pas incompatibles. À la fois le sentiment de légitimité et de soutien nécessaire aux autorités considérées comme légitimes du pays et en même temps des doutes très profonds sur, le bien-fondé de l'aventure ukrainienne. C'est intéressant de voir que depuis les récents événements, bombardements, un peu symbolique, hein, de Moscou et de la région de Moscou, évacuation de Belgorod, ce village dont j'ai oublié le nom, Mmh. À la frontière de à la frontière l'Ukraine. de l'Ukraine, bombardement de Belgorod. Après ces événements, on voit monter l'inquiétude de la population russe. En un mois, le taux la majorité des Russes est inquiète sur la situation et le taux a augmenté Elle ne de l'était pas 10%. il y a un mois, c'est ça? Mmh. Elle ne l'était pas auparavant. En tout cas, la majorité était confiante et tranquille sur la suite des événements. Ce n'est plus le cas. Donc, en fait, il y a à la fois un sentiment de légitimité. Les Russes sont les légitimistes, hein, ils appuient le pouvoir, surtout quand il est assiégé, supposément par l'Occident. Mais en même temps, on sent bien que les doutes apparaissent, on sait que la jeunesse formée, éduquée s'en va, on sait que dans les cuisines, on n'en pense pas moins, on retrouve des réflexes d'exil intérieur qui existaient du temps des soviétiques. On appuie le pouvoir, mais on commence à avoir des doutes. On a une évaluation du nombre de Russes qui ont fui le pays, soit pour échapper à la mobilisation, soit pour échapper à la répression? Non, c'est assez difficile parce que en fait, il y en a qui rentrent. Il y en a qui partent, il y en a qui rentrent, il y en a qui vont en Occident, il y en a d'autres qui vont, en Arménie ou en Géorgie et qui établissent des courants commerciaux. Donc c'est très difficile
de faire la part de ceux qui quittent définitivement la Russie ou qui ne veulent pas être associés ou, à la politique actuelle ou qui veulent échapper à la conscription, et ceux qui voulaient simplement échapper à la conscription au moment où la question se posait, au moment où la mobilisation partielle a été décrétée, c'est plutôt la mobilisation, vous voulez échapper à la mobilisation, et ceux qui vont par conviction. Donc, ce qui est sûr, c'est que beaucoup de jeunes formés, éduqués, ne sont pas d'accord avec la politique suivie et partent. Mais il y a beaucoup de liens économiques, Ils hein. vont manquer quand même, ils vont manquer sur le long terme. Alors, il manque en effet, il y a une pénurie de main-d'œuvre éduquée sur le marché russe. Pour l'instant, cette pénurie a des effets positifs pour le régime, puisque le taux de chômage est tombé très bas, c'est quasiment le plein emploi en Russie, et les salaires montent. Ça donne un répit économique au gouvernement. Quelle est la situation économique? Est-ce que les sanctions mordent? Est-ce que la Russie est en difficulté ou est-ce qu'elle a pu compenser par des marchés vers le sud et l'augmentation du prix des matières premières énergétiques, la coupure avec le monde occidental? Alors, heu, en fait, la Russie économiquement est dans une période de transition, d'adaptation à ce basculement économique vers ce qu'on appelle, un peu vulgairement le sud global, et cette période de transition est la plus dangereuse. En 2022, l'économie russe a, contrairement à toute attente, a assez bien résisté à l'avalanche des sanctions avec une récession d'un peu plus de 2, ce qui est pas du tout ce à quoi on s'attendait. En 2023, le FMI prévoit un taux de croissance d'un peu moins de 1%, et c'est la période difficile. En 2022, la Russie a eu beaucoup d'argent parce que, en fait, la raréfaction du pétrole, les décisions de l'OPEP plus de limiter la production de pétrole, la Russie a eu l'appui de l'Arabie Saoudite dans ce projet, ont fait que les ressources russes ont été importantes et ont permis de soutenir l'effort de guerre. En 2023, il y a des mesures nouvelles qui sont intervenues, des sanctions un peu particulières, avec le plafonnement du prix du pétrole à 60 dollars le baril, avec la mise en place progressivement de circuits parallèles pour le gaz naturel. Et donc, on voit que les ressources de la Russie sont en train de diminuer de façon très nette. Le budget russe a connu en 3 mois un déficit qui est très légèrement inférieur à l'excédent pour toute l'année 2022. Donc on sent qu'il va y avoir des difficultés financières. Mais cette période de réadaptation fonctionne, enfin la réadaptation fonctionne. On voit par exemple que l'Inde a multiplié par 30 ses importations de pétrole russe, et même si le prix n'est pas très fort, on dit que le prix moyen est de 63 dollars le baril, c'est-à-dire quand même plus que le C'est plafonnement quand même décidé par confortable. l'Union Ouais. européenne, c'est assez confortable. Donc la quantité compense un peu le prix, et donc la Russie va poursuivre sa réadaptation au marché des BRICS, au marché chinois, indien et au marché du Sud, et donc se réoriente son économie. Il y a un signe qui est très tout récent, qui est très caractéristique à cet égard, c'est la reprise du marché automobile russe. Le marché automobile russe s'était effondré de pratiquement 80% suite au retrait des entreprises occidentales. Et là, il est en train de remonter de façon spectaculaire grâce aux ventes et à la production des voitures chinoises et des marques chinoises qui remplacent les marques occidentales et notamment Renault. Renault qui a laissé tout là-bas. Alors, en même temps, le fait de se tourner vers les pays du Sud comme cela, et il y a une coupure, il va être long et difficile de rétablir des relations entre l'Occident et la Russie. Est-ce que pour les Russes, c'est quand même pas un problème? Parce que finalement, leurs liens civilisationnels, ils sont quand même plus, leur histoire, leur culture, est quand même plus vers l'Europe et l'Occident que vers le Sud. Tu as tout à fait raison. Euh, pour l'instant, il y a ce réflexe légitimiste qui joue, mais à terme, je pense que la société russe et les Russes n'accepteront pas d'être coupés de leurs racines européennes, et ça posera un problème politique au pouvoir russe actuel.
au point qu'il puisse être remis en cause? Est-ce que, alors c'est toujours difficile de faire des scénarios, tout dépend de la situation militaire, et cetera. Mais est-ce que Poutine est toujours aussi solidement accroché au pouvoir? Il sera probablement réélu en 2024 et donc on ne voit pas un candidat de l'opposition gagner contre lui. Est-ce qu'il peut y avoir, une révolution interne et une force interne qui dise: «On a intérêt à rétablir les liens avec l'Occident et pour cela, il faut se débarrasser de Poutine puisque tant qu'il sera au pouvoir, il n'y aura pas de retour à une relation normalisée avec l'Occident». C'est pour le pouvoir actuel un risque qu'il ne faut pas exclure. Effectivement, quand on regarde l'environnement immédiat de Poutine, l'équipe rapprochée, ce sont tous des, si on peut dire, des occidentalistes à leur façon, à leur façon. Donc même si on parle d'Eurasie, on sent bien que leurs enfants sont passés par des universités européennes, leurs comptes en banque sont dans des havres fiscaux plutôt d'inspiration occidentale. Donc, euh, donc l'équipe rapprochée de Poutine, même si elle plaide l'Eurasie et le clash des civilisations, en fait, elle appartient plus à la civilisation occidentale et ils se ressentent comme telle. Le problème, c'est que est-ce que l'Occident sera capable d'accueillir la Russie dans l'hypothèse d'un changement d'orientation? Il y a une vraie question qui se pose. Actuellement, le recensement montre qu'il y a 14 000 sanctions qui sont en fonction, si je puis dire, face à la Russie, et 14 000 sanctions décidées dans des enceintes diverses, Union européenne, diverses organisations, sanctions bilatérales, etc. Et la suppression de ces sanctions, qui serait la contrepartie naturelle d'une réorientation de la Russie vers l'Occident, posera de très graves problèmes et en tout cas ne pourra pas être immédiate. Mmh. Mais alors, est-ce que Poutine joue le temps long? Est-ce qu'il pense que le temps joue pour lui? Si sauf, un succès majeur et rapide de la contre-offensive ukrainienne qui n'est qu'on ne peut pas écarter, mais qui n'est pas l'option, majeure des experts militaires, qu'est-ce qu'il attend? En fait, un changement politique aux États-Unis qui pourrait l'amener à avoir un président, plus, ouvert, à ses positions? Ou en Euh, tout cas plus fermé à l'aide apportée à l'Ukraine? Je pense que Poutine mise sur l'affaiblissement du soutien à l'Ukraine, dont Et qui pour l'instant ne s'est jamais démenti. et qui pour l'instant ne s'est jamais démenti, mais à toute chose égale par ailleurs, dans un cadre politique constant avec Biden, les gouvernements européens, la Pologne telle qu'elle est, c'est-à-dire avec un gouvernement conservateur et anti-russe de droite. Donc en fait, il joue effectivement la montre. Il pense que les démocraties vont évoluer en fonction de diverses échéances électorales et qu'en attendant, sa victoire, c'est les 17% du territoire ukrainien qu'il tient et qu'au-delà effectivement de l'échec que certains de ses opposants ou en tout cas des voix qui se font entendre plus critiques vis-à-vis du régime soulignent, c'est-à-dire le fait qu'on n'a ni dénazifié, ni démilitarisé, ni neutralisé l'Ukraine, cela comptera peu par rapport aux 17% du territoire ukrainien qu'il tient, qu'il aménage et qu'il pourra présenter comme une victoire, gage de la pérennité de son pouvoir. Alors, il n'est pas sûr de garder ces 17%, mais quand bien même il garderait ces 17% du territoire ukrainien, est-ce que, au bout du compte, les gens en Russie diront oui, ça valait le coup? Entre ce qu'ils ont perdu et même dans le meilleur des hypothèses, qu'ils gardent l'ensemble de leur conquête territoriale depuis le 24 février, est-ce que néanmoins la Russie n'en sort pas affaiblie et la place de Poutine dans l'histoire par rapport à sa quasi-obsession de restaurer le statut de la Russie sur la scène mondiale, est-ce que c'est pas un échec stratégique majeur? Tu as raison, je pense qu'à terme, la population russe, les élites en tout cas, et le reste de la population, ne pardonneront pas au pouvoir actuel de l'avoir divorcé en quelque sorte pour très très longtemps de l'Ukraine
qui a, disons, eu un destin consubstantiel au destin de la Russie. Il y a probablement un quart des Russes qui sont d'origine ukrainienne. Il y en a autant d'ailleurs en Ukraine en ce qui concerne la Russie. Et donc, parler d'un peuple frère qu'on va bombarder, dont on s'assure de la haine pour au moins 2 ou 3 générations, c'est quelque chose que les Russes ne pardonneront pas à Poutine. Il faut dire les choses à terme. Et puis, il y a aussi un autre problème, c'est qu'il s'est rapproché de la Chine, mais dans des conditions qui sont extrêmement défavorables. Et pour le patriotisme russe, tu rappelais la deuxième partie de la phrase de Churchill, finalement, la relation bilatérale Russie-Chine est devenue presque gênante. La Russie n'est pas du tout en position de force. Il y a eu d'ailleurs un sommet très remarqué des pays d'Asie centrale en Chine, auquel la Russie n'a pas été invitée. Alors, sur le sommet, en fait, c'est un exercice un peu normal qui a lieu régulièrement, qui a été d'ailleurs lancé par les pays d'Asie centrale eux-mêmes, ce qu'on appelle le format 5+1. Et ce format, il l'applique aux Américains, aux Chinois, aux Russes, aux Européens. Et donc, en fait, ça, c'est un peu la routine. Ça n'a pas, je pense, de signification particulière en ce qui concerne une relation qui serait privilégiée de la Chine avec les pays d'Asie centrale, en tout cas pas au détriment particulier de la D'accord. Russie. Il n'en reste pas moins que la Chine pose ses pions, elle joue le jeu de Go, hein, donc elle pose ses pions économiques, et la domination, l'influence économique de la Chine en Sibérie orientale apparaît de plus en plus nette. Je pense que la Chine actuellement, sur le plan, disons, stratégique, est plus préoccupée par Taïwan et la relation avec les États-Unis. Et en ce qui concerne la Russie, elle laisse faire le simple rapport de force économique, elle laisse progressivement ses intérêts prévaloir. Alors, jusqu'à quand, et est-ce que les Russes accepteront, à partir de quel moment les Russes seront gênés et réagiront? Ça, c'est très difficile à dire. Pour l'instant, ils s'en accommodent, et les Chinois font très très attention à ne pas, disons, provoquer les Russes dans ce domaine. Alors il y a des plans, notamment poussés par les Polonais, aussi par, certains Ukrainiens, disant: «Bah, tant que la Russie ne sera pas démembrée, on ne pourra pas vivre en paix», donc un plan de démembrement de la Russie, alors qui, dans un premier temps, ne peut que servir la propagande de Poutine, mais, que donnerait comme impact géopolitique une Russie démembrée, et en termes de stabilité? Est-ce que c'est un scénario envisageable, au-delà du souhait de certains? Et seraient les conséquences géopolitiques? Alors, c'est un scénario catastrophe, c'est un déséquilibre complet au sein du heartland, c'est-à-dire du cœur des terres du globe. Euh, ça impliquerait l'apparition de seigneurs de la guerre, de micronationalisme, de sectarisme. Ça serait aussi évidemment, je vais dire, une autoroute pour les mouvements sectaires, pour l'islamisme, le djihadisme. Donc, effectivement, c'est un scénario catastrophe, je crois, qui n'est dans l'intérêt de personne, ni des Chinois, ni des Américains d'ailleurs, qui ont une politique assez subtile en la matière et qui préfèrent, et qui ont toujours joué d'ailleurs, sauf pour l'Ukraine, l'intégrité territoriale de la Russie. Mmh. Et effectivement, on voit quand même que ce scénario apparaît, enfin, on ne peut pas totalement l'écarter. On ne peut pas totalement l'écarter. Il faut se rappeler que avant l'arrivée de Poutine, le Tatarstan avait signé quasiment un traité d'indépendance avec Yeltsin. Il avait une politique étrangère indépendante, un président, des institutions autonomes, et qu'il a fallu toute la première partie le premier mandat de Poutine, ça a été justement de resserrer les liens et de reformer la Fédération de Russie. Il y avait des mouvements séparatistes ou autonomistes en Sibérie orientale, Vladivostok, le Tatarstan était indépendant, il y avait des mouvements au Bashkortostan, et bien entendu le Caucase qui
qui est toujours d'ailleurs animé par de forts mouvements séparatistes. Alors pour l'instant, c'est tenu en Tchétchénie par Kadyrov, qui joue ce rôle, hein. Et puis, mais on sait bien que le dernier maquis indépendantiste dans le reste du Caucase, en Ingouchie, a été démantelé il y a à peine une dizaine d'années, hein, et donc ils ont continué à se battre. Cette zone est une zone de déstabilisation potentielle et qui évidemment aurait des conséquences sur la Géorgie et les pays de toute la zone. Merci Jean Guignassi, je renvoie à la lecture de ton livre « La Russie, un nouvel échiquier », paru aux éditions Roll, et qui a reçu tout récemment le prix Vauban du meilleur livre géopolitique de l'année. Merci Pascal.